Bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Mon nom est Jean Dalibard, je suis professeur de physique ici et j'ai eu la chance de partager avec Jérôme Baudry, historien des sciences à Lausanne, la charge du commissariat de l'exposition à bras-le-corps que vous pouvez voir à la sortie de cette salle. Et associé à cette exposition, on a donc une série de conférences et aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir Pierre Corvol qui va donc nous parler de Claude Bernard. Alors, je ne vais pas introduire Pierre Corvol, c'est plutôt lui qui devrait m'introduire, mais je voudrais juste dire deux mots. D'abord, Pierre a été titulaire de la chaire de médecine expérimentale dans cette maison pendant 23-24 ans, quelque chose comme ça, donc on ne peut pas être mieux placé que ça pour parler de Claude Bernard, qui avait cette même chaire un peu avant. Et puis par ailleurs, je voudrais dire que pour l'exposition, Pierre nous a été d'une grande aide, à Jérôme, à Anne, à moi. Il répondait à toutes nos questions, qu'elles soient intelligentes ou pas intelligentes, dans l'heure qui suivait, pendant les week-ends et tout ça. Et donc cette exposition lui doit beaucoup. Voilà. Donc je suis vraiment très heureux de lui laisser la parole. Merci Jean, et merci d'avoir invité à donner cette conférence, qui est la première, je vois Alain Prochian qui arrive, et qui donnera une suite à Claude Bernard, qui sera d'ailleurs d'une autre substance. Je pense que nos deux conférences s'articuleront bien. Et encore une fois, merci à Jean et à toute l'équipe, à Jérôme Baudry et à Anne Châtelet, parce que en réalisant matériellement cette exposition, on s'est rendu compte, je crois, chacun d'entre nous, à toute la richesse qu'a apporté Claude Bernard, et aussi à Jules Marais, et aussi à Darsenval, à l'édification finalement d'une médecine originale, scientifique, à un moment où, dans le monde, il y avait très peu d'endroits où ceci pouvait arriver et éclore. Aujourd'hui, on a une compétition farouche, mais à l'époque, finalement, il y avait une grande compétition avec les Allemands, sûrement, moins les Anglais, curieusement, les Italiens un peu, mais finalement, la compétition était d'abord strictement européenne, et je pense que la médecine française, la médecine biologique française avec Claude Bernard, a marqué son temps. Et c'est donc important de se reposer la question de savoir aujourd'hui qu'est-ce que nous lui devons à Claude Bernard. Ce que Claude Bernard était, c'était un médecin, donc clairement. C'est d'ailleurs un littéraire contrarié qui l'a fait venir ici au Collège de France, travailler avec Magendie quand il commençait ses études de médecine. Mais il a peu, ou très peu même, travaillé dans les hôpitaux, même si, comme je vous le montrerai à la fin, en tout cas dans son ouvrage « Les leçons sur le diabète », il s'est intéressé à la clinique du diabète. C'était un physiologiste. Et même, on peut dire qu'il a été considéré par l'un de ses collègues, Dumas, comme étant la physiologie. Donc, si on devait résumer Claude Bernard, on doit dire un médecin, un physiologiste. Mais aussi un savant, un découvreur. On va avoir un certain nombre de ces découvertes qui sont toujours d'actualité par, d'abord, les découvertes proprement dites qu'il a faites, mais aussi les concepts, et surtout les concepts qu'il a introduits. Un méthodologiste qui n'a pas étudié, et quelquefois peiné sur l'introduction à la médecine expérimentale, en tout cas pendant un certain temps, c'était dans le programme des lycées, et beaucoup d'étudiants ont travaillé l'introduction à l'étude de la médecine expérimentale, qui précède en fait son grand ouvrage, qui est un ouvrage posthume, qui sont les principes de la méthode expérimentale en médecine. Et puis, c'est ainsi un philosophe, indiscutablement. Il a côtoyé Bachelard, Bergson, Canguilhem, Popper, avec qui il était en correspondance parfois. Et donc, c'est quelqu'un d'une richesse incroyable. Et c'est cet homme-là que nous allons essayer d'analyser lors de cet exposé. Alors, nous lui devons naturellement beaucoup de choses, et je vais essayer de résumer quelques-unes d'entre elles qui m'intéressent plus particulièrement et qui sont toujours d'actualité.
essentiellement, si on devait résumer Claude Bernard, on dirait qu'il a introduit finalement une méthode à partir de la physique, de la chimie, de l'expérimentation physiologique en médecine. Il a fait basculer en quelque sorte la médecine qui était une médecine pragmatique, une médecine d'observation, une médecine empirique qu'il critique violemment par ailleurs. Il a introduit en médecine des principes qui sont à l'origine d'un certain nombre de lois en biologie, en physiologie, et les a appliquées à une médecine donc moderne. Et on va prendre un exemple, bien sûr, la régulation de la glycémie, et rapidement, la circulation locale, qui est assez intéressante aussi à étudier dans le détail. Et puis, au-delà, je dirais, des apports sur un certain nombre d'expériences clés pour faire avancer les connaissances, il a introduit le concept de milieu intérieur, sur lequel je m'étendrai un tout petit peu plus, parce que c'est une contribution très originale, conceptuelle, qui est toujours de mise à l'heure actuelle, même si, évidemment, les choses ont changé, car à l'époque de Claude Bernard, on ne pouvait pas mesurer grand-chose du milieu intérieur, alors qu'à l'heure actuelle, il en est tout à fait autrement. Mais le concept lui-même est extrêmement intéressant, comme vous le verrez. Comme je l'ai dit, il a introduit une méthode rigoureuse, une méthode de recherche en sciences de la vie, et ça, nous lui devons. Alors, clairement. Et puis, enfin, on peut dire que je crois que c'est le fondement conceptuel d'une médecine moderne sur laquelle nous nous reposons. Alors, Claude Bernard, il faut l'étudier dans le texte. Je n'ai pas lu tout Claude Bernard. Il y a 30 000 pages au minimum. Ils ont ces pages, ces pensées, ces notes, parce qu'il écrivait des petits bouts de papier qu'il laissait ici et là. Et donc, tout cela a été récupéré, analysé par Mirkoos Krimmek, qui a fait, je dirais, un travail considérable. Et nous avons la chance ici au Collège de France, j'y reviendrai d'ailleurs à la fin, de posséder les cahiers originaux de Claude Bernard qui ont été numérisés, que vous pouvez consulter. Et entre autres, puisqu'il s'intéresse à la physiologie, voyons ce qu'il a écrit sur la physiologie. Ça n'est pas simple, car tout au long, finalement, de son enseignement ici, il a proposé des définitions de la physiologie. Alors, quelquefois, elles se complètent, il rajoute quelque chose. Quelquefois, on a l'impression qu'il a oublié, par exemple, ce qu'il appelle la génération, c'est-à-dire la reproduction, puis il le rajoute, ou bien la nutrition. Ça, c'est fondamental. Il ne l'a pas oublié, il le met toujours en avant. L'innervation aussi. Donc là, je vous donne tout de suite les deux pôles importants, une physiologie de la nutrition et une physiologie nerveuse. Mais dans la physiologie, il propose aussi d'autres réflexions qui sont particulièrement intéressantes, dans la mesure où il oppose bien cette physiologie qui doit être étudiée avec des moyens particuliers et qu'il oppose finalement à l'observation, à l'étude des corps inertes. Alors, voici par exemple, ça ce n'est pas lui, ce n'est pas son écriture, ça doit être quelqu'un qui a transcrit pour lui les premiers mots de l'introduction à la médecine expérimentale dans l'un des cours qu'il a donné en donnant ce plan général. C'est, dit-il, une médecine dans laquelle on expliquerait et on traiterait les maladies suivant les idées propres à un auteur. Ça, c'est ce qu'il ne veut pas. Lui, il estime que ce qui fait l'originalité de sa recherche, c'est qu'elle lui est personnelle, il ne reprend pas les idées des autres. Et en fait, ces idées évoluent avec le temps. Donc il est difficile de suivre en fin de compte la pensée de Claude Bernard, car comme le dit très bien Krimmek, il faut commencer finalement, lorsqu'il est arrivé ici au Collège de France, et puis progressivement il a évolué, fait en quelque sorte des allers-retours tout à fait intéressants
sur les 23 ou 24 ans qu'il a enseigné ici au Collège de France jusqu'à la fin de sa vie, en 1878. Alors, on démarre avec une première publication, une première étude importante, qui est la thèse de médecine de Claude Bernard sur le suc gastrique et son rôle dans la nutrition, avec une approche qui est délibérément une approche de physiologie nerveuse de cette digestion gastrique. Et cette thèse de médecine illustre très bien finalement les deux aspects de Claude Bernard, à la fois physiologie donc de la digestion et contrôle nerveux de la digestion. Il a, en 1848, fait un travail important sur le rôle du pancréas exocrine dans la digestion des graisses, des corps gras. Il a montré la saponification, l'émulsification des lipides et donc la possibilité pour l'intestin d'absorber grâce au pancréas. Il a fait une contre-épreuve qui est une pancréatectomie et il a montré qu'il abolissait cette possibilité d'absorption des corps gras par l'intestin. Alors, un mot pour dire aussi que le pancréas a une fonction endocrine cruciale pour la production et la sécrétion d'insuline. Claude Bernard n'a pas étudié cette fonction-là, qui a été, comme vous le savez, mise en évidence au début des années 1900 par Banting et Besse dans les années 1920 ou 24, si je ne me rappelle plus très bien, à vrai dire, la date. Mais donc, Claude Bernard, en matière de physiologie digestive, est imbattable déjà pour son époque. Il est encore plus imbattable, si je peux dire, pour la régulation de la glycémie. Je ne vais pas rentrer dans le détail sur la production du glycogène et l'expérience du foie lavé qui est bien connue. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a une décennie qui est cruciale chez Claude Bernard. C'est 1850-1860. Pour être un peu plus large, mettons 15 ans entre 1854 et 1860. Avec donc un travail fondamental sur la production de glucose à partir du glycogène qui est synthétisé par le foie, avec non seulement, et ça c'est bien Claude Bernard, c'est une vue, je dirais, complète de la physiologie, mais aussi de la biochimie, dans la mesure où il a isolé le glycogène. Il a montré d'ailleurs dans d'autres expériences ultérieurement la présence de glycogène dans d'autres tissus que le foie. Et donc il a pu faire une hiérarchie en quelque sorte des tissus qui étaient capables, en cas de jeûne, de produire du glucose à partir du glycogène, qui est toute la conclusion importante de cette étude initiale faite en 1857. Par exemple, il a montré que les muscles n'avaient pas de stockage significatif de glycogène, ils ont du glucose, mais pas de glycogène. En revanche, il y a du glycogène dans le placenta, chez le fœtus, et aussi d'ailleurs, c'est là Claude Bernard qui est merveilleux, il s'intéresse en physiologie comparée aux rongeurs de différentes espèces. Il a étudié plein d'animaux, et notamment, il a eu l'intuition de se dire que l'hibernation pouvait être accomplie grâce à des stockages de glycogène, et donc il a étudié l'hibernation chez le loir plutôt que chez la marmotte, parce que le loir se réveille plus souvent, donc ça lui permet de faire des études sérielles. Et il a montré ainsi que le loir avait la production de glucose à partir de glycogène, mais qu'après quelques heures de réveil, cette réserve de glycogène s'épuise et que le loir, pour pouvoir survivre, a accès à ces provisions qu'il avait mises de côté de façon à continuer son hibernation. Donc c'est vraiment, évidemment, quand on pense à Claude Bernard, la glycogénèse, tout cela vient immédiatement en premier. Et puis, c'est la découverte des nerfs vasomoteurs. Là, c'est vraiment une découverte essentielle, puisqu'il va pouvoir, avec cette découverte,
comprend donner une explication aux modifications de circulation locale. C'est ainsi qu'il montre que la section du pneumogastrique entraîne une accélération des mouvements du cœur et que la section du grand sympathique va entraîner, lorsqu'il le fait d'un côté, à la base du cou, une contraction de la pupille, une vasodilatation, donc une augmentation de la température cutanée. D'ailleurs, il extrapolera un peu en pensant que le système nerveux peut contribuer à la régulation de la chaleur, de la température, des animaux à sang chaud, qui était à cette époque extrêmement étudié avec beaucoup d'hypothèses, et lui-même a fabriqué un calorimètre pour ce type d'études et a montré donc l'importance des nerfs dans ces régulations de ces canaux, c'est-à-dire les vaisseaux, pour apporter ainsi les substances locales et aussi modifier la température locale. Et comme je l'ai dit, il a fait des expériences sur la fonction glycogénique du placenta et des tissus fœtaux. Tout cela, vous voyez, dans une période particulièrement féconde, qui continue toujours avec les réflexions, alors, qui sont tout à fait intéressantes, des réflexions sur le caractère aquatique des tissus. On reviendra tout à l'heure sur le milieu intérieur, mais le point important, c'est qu'il dit que les tissus doivent vivre dans un milieu aquatique et ces milieux aquatiques, pour lui, avec les expériences qu'il a pu faire, les mesures de sel qu'il a pu faire, de pH, d'alcalinité, il pense que ces tissus peuvent être ramenés au principe d'existence d'organismes inférieurs qui sont plongés dans le milieu marin. Alors ça, c'est tout à fait intéressant parce qu'à la même époque, il y a toute une biologie marine qui commence à naître avec l'idée que, au fond, le milieu intérieur, ultérieurement, c'est ce qui sera proposé, est une mémoire de la mer initiale dans laquelle nous étions initialement plongés, voilà, d'où nous sommes venus progressivement. Donc c'est évidemment une extrapolation hardie qu'il fait, mais je crois que c'est intéressant de le signaler ici. Alors, il signale aussi que d'autres organes pourraient être des glandes de sécrétion interne. Alors là, il ne faut pas confondre. Il ne s'agit pas là réellement de l'endocrinologie classique telle qu'on l'a définie, c'est-à-dire une glande qui va émettre un messager qui va agir à distance sur un tissu avec tout un système de transport par le milieu intérieur, certes, mais donc une glande et un tissu qui va réagir lointainement. Là, lorsqu'il parle de glande de sécrétion interne, il s'intéresse essentiellement à la production de l'énergie, c'est-à-dire à tout ce qui va permettre aux autres tissus de survivre avec justement la glycémie qui va être maintenue dans une certaine mesure constante, avec le contrôle de la vascularisation par le système nerveux, et puis les matériaux qui vont permettre au tissu de continuer à survivre, de vivre. C'est ça ce qu'il appelle les glandes de sécrétion interne. Alors, ce que dit Mirko Grembeck, c'est que quand on voit finalement l'ensemble, que je ne peux pas détailler, vous l'imaginez bien, des résultats de Claude Bernard en physiologie, au fond, ce sont les concepts qui sont importants. Le déterminisme expérimental, la sécrétion interne dont je viens de vous parler, très brièvement, le milieu intérieur qu'on va détailler un petit peu, la circulation locale, l'innervation réciproque, qui est la possibilité, quand on fait agir un groupe de muscles avec une intention particulière, de stimuler les muscles, mais de inhiber au même moment les muscles qui sont en opposition, de façon à faciliter, à potentialiser en quelque sorte le mouvement. Donc tout cela, c'est vraiment Claude Bernard qui, par ses concepts, fait progresser considérablement les données. Alors,
il publie en 1853, il soutient sa thèse à la faculté des sciences, précisément sur ses recherches sur une nouvelle fonction du foie qui est considérée donc comme un organe producteur de matières sucrées chez l'homme et les animaux. Chez l'homme et les animaux. Donc le point intéressant, c'est que Claude Bernard navigue vraiment régulièrement entre l'homme et l'animal. Quand je dis l'animal, vous l'avez compris, je vous l'ai déjà dit, il n'hésite pas à faire appel à toutes les espèces animales. Quand on regarde ses cahiers de notes, c'est ahurissant. D'abord parce qu'il en fait des petits dessins, des croquis qui sont agréables à regarder, mais en même temps, c'est une véritable arche de Noé. Et il travaille aussi bien sur la mouche, sur les crustacés, que sur les hibernants, comme je vous l'ai dit, le lapin, le chien, bien sûr. Il ne travaille pas sur la souris. Ça, c'est intéressant. Les rongeurs de cette taille, en tout cas, je ne crois pas que j'ai trouvé de documents le montrant. Mais c'est quelqu'un qui, pour une expérience donnée, avec un but bien précis, va choisir le modèle, il le justifie. Alors, évidemment, il va aussi justifier la vivisection. La vivisection, elle lui a coûté quand même l'amitié, et je dirais plus que l'amitié, il a beaucoup souffert finalement de sa femme et de ses deux filles qui se sont opposées à lui. Cela a approché d'un autre côté de Mme Rafalovic, avec lequel il a échangé une correspondance intéressante et qui nous permet de suivre aussi le cheminement de sa pensée. Mais la vivisection, pour lui, n'a jamais posé de problème. C'est quelque chose qu'il a pratiqué à de nombreuses reprises. On le voit dans un certain nombre de ses croquis, et je vous en montrerai un ou deux. Alors, la régulation de la glycémie et le diabète, je voulais quand même en dire un mot parce que finalement, j'ai commencé en disant que Claude Bernard, c'est un physiologiste. Il ne faut pas se faire soigner par Claude Bernard en un mot comme en mille. Parce que autant c'est un bon physiologiste, autant il n'a pas de pratique médicale. Il ne le prétend pas, mais il travaille avec des collègues, notamment à la fin de sa vie. Moi, j'ai été très intéressé par ses leçons sur le diabète, qui sont quand même d'un précis pour quelqu'un qui est diabétologue ou qui s'intéresse à la glycémie, et c'est tout à fait remarquable. Donc ça, c'est un livre qui a été publié en 1877, donc une année avant son décès, mais qui provient des leçons qu'il a pu donner dans les différentes chaires qu'il a occupées. Vous savez qu'il a eu une chaire à la Sorbonne, au Muséum d'histoire naturelle, en plus de la chaire ici au Collège de France. Mais encore une fois, il n'a pas été médecin hospitalier, par exemple. Alors Claude Bernard, la glycémie, une des premières choses qu'il fait dans cet ouvrage, eh bien, c'est de s'intéresser à la mesure même. C'est quelqu'un qui n'a pas hésité à regarder de près quelles étaient les techniques de l'époque pour pouvoir mesurer non seulement ce qu'on appelait le glycose, c'est-à-dire le glucose, mais aussi d'autres substances sucrées comme la saccharose, le lévulose, bien. Et à ce moment-là, il décrit les procédés densitométriques, polarimétriques. La diapositive précédente, c'était un polarimètre dans lequel il explique comment il faut procéder pour mesurer le saccharose. Il a fait appel aux réactions chimiques et notamment à celles utilisant ce qu'on appelle la liqueur de Fehling, qui était une des manières classiques avec la réaction de Moore pour pouvoir suivre le taux de glycémie, mais aussi des procédés, je dirais, biologiques de fermentation. Et là, il utilise les bons conseils de M. Pasteur pour mesurer la concentration de sucre. Tout cela, donc, dans cet ouvrage qui, par ailleurs, détaille un certain nombre de points intéressants que je vais peut-être vous résumer là avant de passer à la prochaine diapositive. En effet, il s'intéresse aux différentes formes de diabète, et notamment au diabète grave, au diabète dramatique du sujet jeune, qui est en fait le diabète de type 1 que vous connaissez, avec, note-t-il,
une glycosurie massive avec aussi une consomption et malheureusement le décès. Et il oppose ce diabète de type 1 au diabète de type 2. Finalement, le diabète du sujet est plutôt pléthorique. La glycosurie est moyenne. Il note que la glycosurie peut ne pas exister lorsqu'il existe par ailleurs un problème rénal qui fait que la glycosurie est diminuée, ou lorsque la fonction hépatique est elle-même perturbée en cas de cirrhose, etc. Il montre aussi des faux positifs. C'est quelqu'un qui s'est intéressé à des fausses glycosuries chez la femme enceinte dans certains cas, etc. Donc c'est intéressant quand même de montrer que là, dans une étude plus médicale, typique à cette époque, au fond d'observation, Claude Bernard a apporté sa contribution. Voilà, donc, pour résumer, la fonction glycogénique du foie qui, à l'époque, va à l'encontre au passage d'une théorie ancienne qui était un organe, une fonction. Donc le foie a plusieurs fonctions, et notamment la fonction de stocker et de sécréter du glucose en cas de besoin. Il a montré aussi de façon intéressante qu'en modifiant le type d'alimentation chez le chien ou chez le lapin, on peut, entre guillemets, modifier un animal végétarien comme le lapin en animal à alimentation carnée. Et de même qu'avec... il a fait avec 2 chiens, l'un en alimentation carnée et l'autre en alimentation à base de substances amyloïdes, de pommes de terre ou autres. Et il le fait basculer ainsi en montrant que le taux de glycémie, qui est le point important, ne va pas dépendre tant de l'alimentation que de sa transformation. Avant, on pensait que la glycémie résultait finalement de l'ingestion de glucose et puis qu'il n'y avait pas de possibilité de modifier en quelque sorte ces taux de glycémie par le type d'ingestat. Et donc, comme je le disais, il individualise le diabète grave par la clinique et la glycosurie, et il se pose dans cet ouvrage un certain nombre de questions. Quelles sont finalement les causes du diabète? Et à sa manière à lui, comme d'habitude, il propose une anomalie fonctionnelle. On reviendra un petit peu sur ce type de raisonnement. Et il cherche aussi, éventuellement, à expliquer le diabète par un excès d'apport externe par l'alimentation ou interne, avec une production excessive par le foie, et des sorties insuffisantes qui pourraient être liées à une rétention de glucose par les reins ou une insuffisance des muscles à engranger l'insuline. Donc tout cela est intéressant parce que, en fin de compte, se rapproche beaucoup des raisonnements que l'on peut avoir en matière de physiopathologie dans le diabète. Et comme Claude Bernard était intéressé par le système nerveux, assez naturellement, il a procédé à une petite stimulation du système nerveux, plutôt destruction d'ailleurs au niveau du plancher du 4e ventricule avec une aiguille fine, et observé à ce moment-là que le lapin a une glycosurie massive, en même temps d'ailleurs qu'il est paralysé d'un côté et qu'il commence à tourner de façon extrêmement inquiétante. Alors, il ne reproduit pas cette manip très simplement, et même il a énormément de mal. Donc, il est obligé de noter avec beaucoup de précision l'endroit précis donc de la destruction de la structure anatomique pour essayer de répéter l'expérience. Ce qui va d'ailleurs le rendre au passage, ce qui va alimenter plus exactement au passage son scepticisme sur les statistiques, dans la mesure où une expérience positive de ce type lui suffisait pour continuer ses expériences et ne pas abandonner la partie. Donc, voilà un des exemples de l'utilisation d'un modèle animal avec vivisection.
Et puis, un autre exemple qui est intéressant quand on regarde un peu dans le détail, c'est à l'époque, il y avait beaucoup d'intoxication par l'oxyde de carbone. Claude Bernard s'est toujours intéressé au sang, aux propriétés du sang. Il dit régulièrement que sa première vocation, finalement, aura été de travailler sur le sang. Ça aura été un hématologue, comme on le dit au jour d'aujourd'hui. Et là, il met dans cette cloche ce lapin et il l'intoxique avec de l'oxyde de carbone. Et là, il observe les modifications de la couleur du sang avant et après, ou d'un animal témoin, et il voit que le sang veineux, qui est normalement plus sombre que le sang artériel, reste rouge. Et c'est assez quand même ahurissant de penser à tout ce qu'il a déduit à partir de cela. Alors, ce n'est pas une expérience, il l'a fait de nombreuses fois, il cherche à aller plus loin, mais naturellement, il n'a pas tous les outils pour le faire, mais il a bien saisi que finalement, il n'y avait plus d'extraction de l'oxygène à partir de l'hémoglobine dans les tissus qui sont soumis à l'oxyde de carbone. Il ne sait pas très bien si c'est au fond le sang lui-même ou les tissus qui vont être responsables de cette absence d'échange correct, mais ce qu'il a montré clairement par l'intoxication à l'oxyde de carbone chez le lapin, c'est qu'effectivement, il y avait une modification de la capacité du sang à pouvoir délivrer l'oxygène et je dirais une contribution tout à fait intéressante, un peu que je voulais vous signaler au passage. Alors les nerfs vasomoteurs et la circulation locale, je vous en ai dit un mot, je ne vais pas y insister. Il y a quand même dans la littérature médicale, c'est bien de laisser son nom avec un syndrome. Il laisse son nom à un syndrome de Claude Bernard Horner, ou Horner Claude Bernard suivant les auteurs. Lui, je préfère Claude Bernard Horner, qui est simplement l'équivalent de ce que je vous disais tout à l'heure, la compression ou la section du sympathique avec l'existence d'une vasodilatation sur l'hémiphase du côté de la section, avec une contraction de la pupille, avec une augmentation de la chaleur cutanée de l'hémiphase. Voilà. Donc, un syndrome qui est le seul d'ailleurs qui porte son nom, mais il a tellement fait. Voilà. Donc ça, je vais peut-être passer. Alors, je voudrais vous dire quelques mots sur la pression artérielle, parce que quand même, c'est quelque chose qu'il a étudié, qui était dans ses objectifs et qu'il a essayé de mesurer. La mesure de la pression artérielle, à l'époque, était vraiment très, très rudimentaire. Les premières mesures ont été faites, en fait, d'ailleurs, par quelqu'un qui était un botaniste et qui s'appelait Stephen Hales, en 1733, avec un système tout simplement de cannulation de la carotide d'une jument avec un tube de verre gradué, et on voyait l'élévation de la colonne de sang dans ce tube de verre avec les battements cardiaques qui montraient l'équivalent de la pression artérielle systolique et diastolique. Et puis, cette découverte a été peu exploitée dans le suivi immédiat du travail de Stephen Hales, et c'est que vers les années 1850-60 qu'on a procédé à des mesures sanglantes de la pression artérielle chez l'animal, avec notamment Poiseuille, qui a introduit, au fond, l'équivalent de ce que Stephen Hales avait fait chez la jument pour mesurer la pression artérielle. Et c'est là-dessus que travaille Claude Bernard, avec notamment Marais, puisque Marais ajoute, si vous voulez, à la mesure de la pression artérielle que l'on voit sur le tube, il ajoute un sigmomanomètre et des enregistrements possibles, avec des déductions qui sont un peu hasardeuses pour l'époque sur le rythme, l'intensité, enfin bref, tout ce qu'on pouvait décrire à l'époque, et avec une mesure approximative.
Et puis en 1896, donc à la fin du 19e, c'est le brassard que vous avez connu, et qui existe toujours d'ailleurs, des Italiens Rivarici, et qui permet la mesure de la pression artérielle avec, à l'heure actuelle, bien des mesures encore plus sophistiquées que l'on peut faire sur les 24 heures. Alors voilà par exemple donc une des réflexions de Claude Bernard, qui pensait bien que la pression artérielle avait un rôle important. C'était un des constituants de son milieu intérieur que l'on va discuter, et que dans la mesure du possible, il aurait bien aimé pouvoir apprécier son importance sur la vie des éléments histologiques. Alors les éléments histologiques, c'est des tissus, ce sont les cellules. Claude Bernard, progressivement, va passer des éléments histologiques à la cellule. Elle régule les phénomènes d'échange qui prennent place entre les éléments et le milieu liquide qui les entoure, et il pense que, par osmose, cette pression va pouvoir jouer un rôle dans les modifications qui interviennent au niveau du sang et des tissus. Alors voilà la mesure de la pression artérielle sanglante faite par Poiseuille, et puis l'inscripteur de Marais, dont je vous ai dit un mot, et le brassard de Ricci. Alors le point intéressant, c'est, je veux dire 2 mots là-dessus, c'est au jour d'aujourd'hui, nous mesurons la pression artérielle avec ce fameux brassard, et il y a eu 2 théories qui se sont opposées dans les années 1950-1960 entre 2 médecins anglais épidémiologistes, l'un qui s'appelait Platt et l'autre Pickering. Platt pensait, avec les mesures qu'il avait faites, qu'on pouvait décrire la distribution de la pression artérielle suivant une courbe bimodale. Vous voyez, il y a une première courbe de Gauss et une deuxième. Il pensait qu'il y avait 2 populations. Une population normale, avec une distribution que vous voyez ici, et une deuxième distribution, ça ne marche pas, oups, l'erreur. Attendez. On y est. Alors, à l'inverse, George Pickering, en prenant là aussi des mesures de pression artérielle, mais ce que je vous dis est vrai aussi pour la glycémie, le cholestérol, etc., eh bien, lui dit qu'il n'y a finalement qu'une distribution. Il n'y a pas 2 populations que l'on pourrait séparer. Et ça, c'est intéressant parce que ça m'a fait penser à finalement les réflexions de Claude Bernard sur la pathologie et sur la maladie. Claude Bernard était un chaud partisan du fait que la santé et la maladie ne sont pas 2 modes différents essentiellement, comme ont pu le croire les anciens médecins. Lui pense qu'il n'y a que des différences de degrés, une exagération, une disproportion, une disharmonie des phénomènes normaux qui constituent l'état maladif. Autrement dit, c'est une physiologie perturbée, anormale, qui est responsable de l'élévation, ici, de la pression artérielle ou de certains types de maladies. Alors maintenant, on va terminer par le milieu intérieur, qui est un concept qui a été élaboré, alors il y a beaucoup de discussions, mais enfin, dans les années 1854-1857, milieu intérieur que Claude Bernard appelle aussi milieu organique ou milieu microcosmique. Enfin, il y a beaucoup d'expressions, ce qui fait que Paul Bert disait que c'était des choses amusantes, mais qu'il n'y prêtait pas finalement, je crois, un intérêt suffisant. Pourtant, Claude Bernard, dès les années 54-55, a élaboré ses premières idées sur un sang qui est placé entre le milieu extérieur, la nature environnante, et d'autre part les tissus organiques. Et Canguilhem dit clairement que c'est une véritable révolution copernicienne. Dans sa leçon de décembre 1857, je ne vais pas tout vous lire, si vous le voulez d'ailleurs, ces diapositives sont à votre disposition, mais enfin ce qu'il dit, c'est qu'il y a une indépendance de l'organisme dans le milieu extérieur qui vient du fait que les tissus baignent dans un milieu intérieur, ils sont ainsi soustraits aux influences extérieures directes. Et en fin de compte,
Dans un premier temps, ce qu'il voit là, c'est une protection des tissus organiques, c'est-à-dire encore une fois les tissus avec leurs cellules, qui vont être protégés de l'influence extérieure, température, agressions diverses et autres. Et ceci est vrai, dit-il, pour les animaux, pour l'homme, mais aussi pour les végétaux. C'est là qu'on revient d'ailleurs sur l'importance des liquides. Et il avait très bien vu que, bien sûr, l'absence de liquide, soit le sang pour les animaux ou l'homme, soit la sève pour les végétaux, entraîne une dessiccation et la mort. Et le rôle du milieu intérieur, dit-il, c'est de protéger l'organisme contre ces variations de conditions externes et assurer à tous ces organes une distribution correcte des nutriments, de la glycémie. Voilà. Il y a aussi un rôle épurateur qu'il ne néglige pas, tout au contraire. Alors, dans un deuxième temps, un peu plus tard, c'est-à-dire une dizaine d'années plus tard, je vous ai dit qu'il fait évaluer sa pensée. Il fait évaluer sa pensée en indiquant que l'aspect régulation du milieu intérieur prime finalement l'aspect protection. Et donc, il dit qu'en fin de compte, c'est une manière pour les différents tissus, les cellules, de communiquer entre elles par l'intermédiaire de ce milieu intérieur. Même si, encore une fois, la notion d'hormones et d'homéostasie n'est pas complètement élaborée. Rien ne se fait dans le sang lui-même, mais tout dans son contact avec les tissus, dit-il dans le carnet rouge. Les régulateurs de ce milieu intérieur, eh bien, c'est le système nerveux, qui est pour lui le régulateur suprême. Le taux de sucre, là, il est cohérent, bien entendu, avec ses découvertes initiales. Et il dit que c'est une sorte de solidarité humorale qui est réalisée grâce au milieu intérieur. Comment tous ces tissus vont-ils arriver de façon coordonnée à établir un organisme et sa vie dans un milieu extérieur? Eh bien, c'est grâce, dit-il, au milieu intérieur. Alors, ce milieu intérieur qu'il pouvait explorer de façon extrêmement sommaire, comme je l'ai dit, avec des critères physico-chimiques extrêmement modestes, il rêve de se promener à l'intérieur, une canne à la main dans le sang, et voir les tissus aquatiques. Il se rêve en globules rouges dans le carnet rouge, mais je ne pense pas qu'il ait pris des médicaments particuliers pour cela. Encore que Claude Bernard était extrêmement intéressé par les différentes substances qui pouvaient modifier la physiologie. En fin de compte, on a beaucoup parlé de vivisection, de coupure, de stimulation de nerfs, mais il a utilisé des poisons, le curare, bien sûr, la strychnine, l'opium, l'oxyde de carbone. Et il a finalement appliqué là ce que nous faisons en physiologie classique, alors avec d'autres outils, bien sûr, mais perturber le système pour voir comment il marche et vérifier une hypothèse de travail, il l'a fait avec les outils de l'époque. Et donc, c'est le sang sur lequel, finalement, il porte toute son attention. Et il rappelle que c'est toujours par le sang qu'il avait voulu commencer la médecine expérimentale. Ça lui permet de le voir comme un milieu qui est modifié en termes d'oxygénation, teneur en eau, sel, etc., comme vous le voyez, de même que l'importance de la pression artérielle ne lui a pas échappé. Alors, l'évolution de ce concept, on le voit dans un rapport qu'il a fait sur les progrès et la marche de la physiologie générale en France en 1867, qui est un rapport tout à fait passionnant quand on pense qu'on demandait à des gens comme cela de faire un rapport. Alors, il est très, très centré sur ses découvertes et sa manière de voir les choses. Ça lui a été reproché. Mais enfin, il a une vue déterministe du milieu intérieur. Je ne vais pas vous rentrer dans les détails de ses propos, mais il conclut en disant qu'il y a une science du milieu intérieur qui est commun aux animaux et qui présente finalement peu de variations suivant le type. C'est en quoi il a raison. De même que dans ses leçons sur les phénomènes de la vie
commun aux animaux et aux végétaux, là aussi pratiquement à la fin de sa vie. Il parle alors là de l'équilibre, c'est là tout l'intérêt de ses travaux, un équilibre qui résulte d'une continuelle et délicate compensation qui est établie par la plus sensible des balances. Donc là, on est vraiment finalement à apporter sur un plateau, si je puis dire, la notion d'homéostasie et la concrétisation avec la découverte des hormones. Et il a cette belle phrase pour dire que la fixité du milieu intérieur est la condition de la vie libre et indépendante. Et là encore, dans ses propos, il dit bien qu'il faut un perfectionnement de l'organisme tel que les variations externes soient à chaque instant compensées et équilibrées. Là, vraiment, pour quelqu'un qui est endocrinologue de formation, ce qui est mon cas et un certain nombre d'autres ici dans cette salle, je pense que c'est vraiment la naissance d'une vue intelligente et synthétique de l'endocrinologie, de la balance de l'organisme tel qu'on pouvait le concevoir à cette époque. Là, Claude Bernard insiste sur les modifications que l'on peut introduire, dont je vous ai dit un mot, et notamment, comme je vous l'ai indiqué, par les techniques de l'époque qu'il utilisait, les poisons et l'intervention sur l'animal avec stimulation nerveuse ou interruption nerveuse aussi. Alors, je voudrais terminer quand même sur le rôle du rein, parce que ce n'était pas évident du temps que Claude Bernard travaillait peu, le faisait, et il a eu, je dirais, la connaissance et il a réalisé que c'était le rein qui maintenait la calinité constante du sang en éliminant tantôt l'acide, tantôt l'état alcalin, et que le rein faisait partie des organes sécréteurs équilibrant la composition du sang qui reste ainsi constante. Et là encore, la fonction endocrine du rein n'a pas été découverte par Claude Bernard, mais par Tigerstedt, un Danois, qui s'est inspiré des travaux de Braun-Séquard, qui a succédé à Claude Bernard dans cette chaire, et à Darsonval, et qui a découvert ainsi la rénine, qui est donc la production interne d'un produit qui va entraîner des modifications de la pression artérielle et aussi du milieu intérieur. Alors, juste pour terminer, situons quand même Claude Bernard et la biologie des régulations au début du XXe siècle, avec Starling qui a réellement introduit la notion de messager chimique, qui invente le mot hormone en 1905 dans le Lancet, avec Étienne Gleick, qui a été au passage professeur ici en physiologie et en biologie générale. Étienne Gleick qui a travaillé notamment sur les hormones thyroïdiennes et qui a montré la composition constante du milieu intérieur grâce notamment à l'activité des reins. Donc il a poursuivi le travail de Claude Bernard. Et puis Walter Cannon, qui a fait une théorie générale, essentielle bien sûr, sur la régulation du milieu intérieur et a introduit le mot homéostasie de façon formelle. Voilà. Et il décrit très bien que lorsqu'un facteur est capable de faire modifier l'état homéostatique dans une direction, il est raisonnable, on va trouver quelque chose à ce moment-là, de chercher un contrôle automatique de ce facteur par d'autres facteurs qui pourraient avoir un effet opposé. Donc en même temps, il donne une ligne de recherche très claire pour rendre compte de l'ensemble. Voilà, alors je termine en disant que vous pouvez suivre cette aventure extraordinaire de Claude Bernard en consultant, il y a de quoi faire, Salamandre, Anne Châtelier qui est là avec son équipe à numériser tous ces cahiers. Une chose qui reste à faire, ce serait de pouvoir digitaliser tous ces cahiers, parce que ça permettrait, c'est tellement riche, que ça permettrait de remonter, je dirais, au texte lui-même et de faire un travail peut-être aidé par l'intelligence artificielle. Enfin, à mon avis, ce serait vraiment un travail superbe à entreprendre. Et puis, il y a une association Claude Bernard qui s'est créée
à l'instigation de plusieurs collègues qui sont ici, notamment de René Habert, qui connaît bien Saint-Julien en Beaujolais, même s'il habite actuellement à Paris, et qui est physiologiste, est un fervent partisan de Claude Bernard. Et vous voyez ici le musée Claude Bernard que je vous invite à visiter à Saint-Julien en Beaujolais. Il y a une maison qui est la maison de Claude Bernard qui est juste à côté. Ici, vous avez le fameux tableau de l'ermite qui est invisible littéralement à l'Académie de médecine, mais où on voit Claude Bernard, Paul Bert qui lève un peu la tête, il y a Darsenval qui est là aussi, d'Astre si je ne m'abuse. Enfin, les grands élèves de Claude Bernard ont été rassemblés de façon tout à fait posthume et artificielle par Léon l'Ermite. Et donc, cette association Claude Bernard, que vous pouvez retrouver sur le site qui est indiqué ici, vous permettra de suivre un certain nombre de conférences diffusées sur YouTube, et elle exerce une action intéressante pour les jeunes. Nous y avons été en début d'année à Villefranche. Il y a un lycée Claude Bernard. Il n'y a pas suffisamment de lycée Claude Bernard, ou de place Claude Bernard, ou de boulevard Claude Bernard, ou d'hôpital Claude Bernard. Quand on compare Pasteur et Claude Bernard, il n'y a pas photo. C'est pas juste. Les deux hommes s'entendaient moyennement, comme vous le savez, mais enfin, je pense que nous avons eu finalement, à cette époque, à la fin du XIXe siècle, une chance formidable d'avoir ces deux personnes, l'un physiologiste et médecin, l'autre microbiologiste et chimiste. Et donc, je termine là en vous disant que je serai prêt à répondre à des questions si vous le souhaitez, avec plaisir. Merci beaucoup de votre attention.